Bonjour et bienvenue. Félicitations, vous avez choisi le bonjour et la bonne conférence. Les réseaux sociaux, un sujet hyper important en ce moment. On va en parler avec un plateau de rêve, des marques qui ont des millions de followers, des marques qui sont connues internationalement. Et j'ai le plaisir d'accueillir 3 grands speakers. Je vais vous présenter en premier Anne Dionysi Fong, qui vient de Michelin. Anne, tu peux monter sur scène et je vous demande de l'applaudir. Anne, merci de t'asseoir. Je vais vous demander un peu plus d'applaudissements. Vous pouvez faire mieux. Ils viennent de loin. Anne vient de Clermont-Ferrand, mais elle voyage à travers le monde pour sa fonction. Céline, qui va arriver sur scène, vient de Nuremberg, au siège monde de Adidas. Et Julien vient de Sophia Antipolis. Céline Delgenès, siège monde de Adidas. Et Julien Bonnel de Sophia Antipolis pour BNP Simag. Ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous. Les réseaux sociaux, un sujet très important, on le sait. Une petite recommandation avant de commencer. On va vous demander d'être actifs, vous aussi, sur les réseaux sociaux. C'est important que vous démontriez aussi votre engagement avec nous. Et on va faire un petit exercice qui n'était pas prévu, mais il se trouve que ce matin, on s'est retrouvés et on s'est dit, tiens, ça nous rappelle des couleurs qu'on connaît. Donc, on va faire une petite photo avec votre aide, avec votre support, avec ce hashtag, et on se met tout de suite en position. Allez, une petite photo à diffuser sur Twitter, et il y a un concours à l'appui, on vous dira à la fin de la conférence. On revient en arrière. 1, 2, 3, cheese. Merci, bravo. Merci pour votre aide, vous êtes très forts et je vois beaucoup de monde sur les réseaux sociaux dans la salle. Pourquoi cette conférence? Regardez ce qui se passe un petit peu. Vous connaissez tous, j'imagine, Brian Solis. Si vous ne le connaissez pas encore, vous pouvez regarder qui est ce monsieur. C'est un analyste de la Silicon Valley à San Francisco qui regarde à peu près depuis 10 ans ce qui se passe sur les conversations. Donc il a créé ce graphique qui s'appelle Prism Conversation 5.0, donc qui illustre très bien quels sont les nouveaux acteurs, quels sont les outils qui sont utilisés, aussi bien sur le digital que dans les entreprises. Et ça permet effectivement de positionner tous ces acteurs en fonction de leur intérêt et de leur utilité. Donc là, c'est un petit peu petit, mais je vous invite vraiment à regarder ce qui se passe et à regarder toutes les publications qu'il peut réaliser et à suivre son compte Twitter. C'est très intéressant. Et on s'aperçoit également qu'il y a également de nouveaux entrants qui sont qu'on n'avait pas encore identifiés il y a 2 ans et qui arrivent dès maintenant. On va commencer tout de suite. Je vais prendre la parole et on va vous faire une présentation sous forme de discussion. Mais vous êtes aussi des acteurs. Donc, j'ai dans la main une tablette. Vous pouvez poser vos questions sur les 2 écrans qui sont de chaque côté ici. N'hésitez pas. On l'a utilisé pendant 2 jours. Ça fonctionnait très bien. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez avoir directement accès à des personnes qui parlent rarement, mais qui sont venues spécifiquement pour vous voir. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions. Donc Anne, je commence par toi. Donc tu es à la direction qualité marketing de Michelin et tu fais beaucoup d'écoute sur les réseaux sociaux. Explique-nous d'abord ce qu'est Michelin. Alors Michelin, c'est 180 millions de pneus vendus dans le monde, 170 filiales. C'est un des leaders de la mobilité qui est présent aussi bien sur les pneus de tourisme qu'avions, que génie civil, donc sur tout type effectivement de véhicules. Donc je sais que vous connaissez bien la marque en France, mais elle est aussi connue dans le reste du monde. Et puis Michelin, c'est pas que les pneumatiques, c'est aussi les guides Michelin. Tout ce qui est via Michelin, les cartes et guides, le guide rouge. Donc on est vraiment acteur sur la mobilité avec 4 piliers stratégiques que Michelin développe, qui sont le digital, bien sûr, tout ce qui est responsabilisation, tout ce qui est customer centricity et enfin la simplification.
Donc, c'est les 4 axes stratégiques sur lesquels l'ensemble du business est focalisé en ce moment. Merci. Donc, tu ne nous parleras pas des guides Michelin aujourd'hui? Non, malheureusement, je vais me focaliser sur le pneumatique, qui est quand même le core business de Michelin, et vous allez voir qu'il y a des choses quand même intéressantes qui s'y passent. Merci. Céline, donc tu viens de Nuremberg. On s'est connues toutes les deux à Boston. Donc, Céline est une grande voyageuse. Elle a vécu dans plusieurs pays dans le monde. Jamais travaillé en France. Donc c'est une première pour une visite professionnelle ici. En tout cas, peut-être pas la première, mais elles sont peu nombreuses. Et tu es maintenant la seule femme la première femme dans une unité du football pour Adidas. Explique-nous de quoi il s'agit. Merci Cécile. Donc je travaille pour Adidas, marque pas forcément, on n'a pas vraiment besoin de l'introduire. La plupart des gens connaissent les 3 bandes, la marque aux 3 bandes. On est dans l'industrie du sport, on est une entreprise qui fait un petit peu plus, beaucoup plus, que 20 milliards d'euros par an. Et on est un acteur majeur dans le monde du sport. J'ai en charge la commercialisation du foot. Donc je suis la fille au milieu des garçons. C'est un monde d'hommes. Et nous sommes le numéro 1, la marque numéro 1 dans le foot dans le monde, que ce soit à travers chaussures, maillots, toute l'approche. Et tu as la grande chance de travailler sur le côté business, mais quand même Adidas a des influenceurs, des ambassadeurs comme David Beckham. Tu es venu avec lui aujourd'hui? Non, il n'est pas là aujourd'hui. Il ne viendrait pas dans ce type de conférence, je pense. Mais oui, j'ai de la chance de pouvoir rencontrer certains de ces acteurs majeurs du foot. À la fois des general managers de clubs, que ce soit Manchester United par exemple. Pour ceux qui ont suivi hier, on a 2 équipes qui ont gagné, Real et Bayern. Donc on est plutôt bien lotis pour tout ce qui est Champions League et les demi-finales. Et parfois quelques joueurs, oui. Très bien. Julien, donc tu es en charge de l'innovation pour BNP. De quoi s'agit-il et quelle est ta position et le groupe BNP? Merci Cécile. Donc, effectivement, je suis en charge de l'innovation au sein d'une entité CIMAG, au sein du groupe BNP Paribas, qui réalisons des solutions logicielles pour le groupe et pour le monde du commerce. Dans ce cadre, j'ai un rôle transverse au niveau groupe en travaillant sur des projets d'innovation sur nos solutions, mais aussi innovation avec des partenaires en mode open innovation, innovation ouverte. Le groupe BNP Paribas, je pense que tout le monde connaît, mais c'est important de repréciser quelques chiffres. C'est 192 000 collaborateurs, une présence dans 74 pays et 3 grands pôles. Donc le marché domestique, celui qu'on connaît le plus, qui représente les agences bancaires sur l'Europe, sur le marché français et dans la zone euro. L'entité IFS, International Financial Services, qui représente beaucoup de métiers, notamment le marché du CTLM, par exemple, pour le marché du crédit, Cardiff pour le marché de l'assurance, et beaucoup d'autres, Arval sur le marché de l'automobile, et un troisième grand pôle qui est le Corporate Institutional Banking, qui représente les solutions que fournit BNP aux autres entités financières sur le marché mondial. D'accord, donc on a compris, c'est très grand. Céline, en ce qui concerne Adidas, on va un petit peu creuser votre présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner? Oui, donc sur les réseaux sociaux, on est une marque relativement active. Quand on parle de business to consumer, c'est normal. Si on regarde la marque dans son ensemble, donc pas par catégorie, donc pas le foot spécifiquement, mais la marque dans son ensemble, la marque Adidas, c'est 19 millions de personnes qui nous suivent sur Instagram, c'est 33 millions sur Facebook et c'est presque 3,5 millions sur Twitter. Sachant que ensuite on a des segments, en l'occurrence pour moi le foot, et sur le foot, on a 24 millions de followers Instagram, ce qui est plus que la marque en elle-même. Ça, c'est lié à la passion du foot et à l'attractivité de ce sport en lui-même. Par contre, si on remet ça dans un contexte plus général, un joueur tel que Lionel Messi, qui est un joueur sponsorisé par Adidas, a 90 millions de followers. Donc si une marque a 24, un joueur en soi en a 90. Certes, le meilleur joueur du monde,
Il y en a qui vont dire peut-être le deuxième. Mais ça montre le pouvoir aussi de l'influence par rapport à la marque. Donc, c'est vraiment stratégique de financer des joueurs comme ça, de faire un partenariat avec ces joueurs pour l'attractivité de votre audience. Pour nous, le joueur, avant tout, c'est la performance sur le terrain et pouvoir vendre les produits. Mais il est certain qu'on utilise et qu'on collabore avec eux à comment utiliser leur réseau pour communiquer des messages qui sont communs à la fois aux joueurs et à la marque. On peut peut-être voir une vidéo pour se représenter un des sujets sur lesquels en introduction d'un sujet sur lequel tu vas nous faire une présentation. Une vidéo sur la marque, oui. This isn't a game, and I'm already first place. Imagine always being first. Because I always feel like running. Without exemption. I did it my way. One by one. The numbers that Adidas is doing around the world, they are killing it. Bring it. Create something. Creativity makes a difference. Can you believe this training shoes made from recycled waste? On a envie de faire du sport après ça. C'est un peu l'objectif, oui. Donc en fait, vous avez fait un test avec une expérience fabuleuse qui est celle de Glitch. Est-ce que vous connaissez dans la salle Glitch? Levez la main. Ah oui, donc ça va être une découverte, monsieur. Vous pouvez venir sur scène avec nous si vous voulez. Ça va être une découverte pour 99,9% des personnes dans la salle. De quoi s'agit-il? Alors, Glitch, c'est une chaussure de foot qu'on a développée. Imaginez une société comme Adidas et qui, au milieu, met une petite start-up incubée au sein de la catégorie foot. Et c'est ce qu'on a fait avec Glitch. Donc, on a fait une sorte de mini start-up. On a développé un produit. Vous le voyez sur l'écran où il y a une chaussure interne, celle qui est en blanche. Et ensuite, il y a une sorte de peau qu'on peut enfiler par-dessus, comme une chaussette, qui est une skin qu'on met par-dessus. Et ça, c'est la chaussure, la façon dont on l'a développée en disant le consommateur, on parle footballeur, garçon, principalement Europe, centre névralgique Londres, est hyper influencé et influenceur. Donc, il a envie de changer potentiellement de couleur, de produit régulièrement. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé cette chaussure avec une peau. Et cette peau, on peut la changer. Et quand on achète le produit, il y a 3 peaux qui sont vendues au départ et qui permet ainsi de jongler, de changer la personnalité. Mais ce qu'on a fait quand on l'a introduit, c'est qu'au lieu de l'introduire sur notre site ou sur notre plateforme mobile, on a créé une app spécifique. On n'a pas fait de communication pure Adidas. On a sélectionné un groupe de jeunes sur Londres, puisqu'on a commencé seulement sur Londres. Il devait y en avoir à peu près 25. Et ces jeunes-là, qui étaient des influenceurs au sein du foot, donc presque semi-pro ou en tout cas dans des académies, mais qui avaient un lien entre le foot, la musique, qui était plus que du foot, avaient des codes qu'ils pouvaient partager. Et donc, en fait, pour acheter, il fallait être en contact avec cet influenceur primaire qui ensuite permettait de partager l'information et d'avoir de plus en plus d'amplifier le message.
Donc ça, c'est la fonction qu'on a fait avec une app qui était spécifique à Glitch. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi mesuré comment ces consommateurs étaient engagés. Et ce que l'on voit, c'est que quand on compare le consommateur Glitch, son attractivité est vis-à-vis d'Instagram. Il réagit un petit peu sur Facebook, il réagit pas mal sur Twitter, mais il réagit principalement sur Instagram. Comment vous expliquez alors ça? L'explication derrière, c'est qu'Instagram, c'est plus un moment, c'est plus une histoire. Facebook, c'est plus un moyen de connexion maintenant avec ses amis. Et Instagram, c'est là où il a toutes les influences. Donc, quand on voit comment le consommateur réagit, il suit, c'est là où on voit un Messi à 90 millions de followers. Certains de nos influenceurs foot non connus, j'allais dire vous et moi, peut-être pas moi, mais vous, allez pas forcément les connaître, mais ils peuvent avoir jusqu'à 100 000 followers. Et donc, grâce à ça, c'est là où les pics d'intérêt se développent, et c'est pour ça qu'on voit cette spécificité. Et on voit aussi le lien avec Instagram, le live, les stories, où on permet d'aller dans un petit peu plus, j'allais dire, granulaire dans la communication de ces personnes. Et l'engagement sur Twitter, même si vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait beaucoup moins de followers sur Twitter que sur Instagram ou Facebook, vous avez quand même un engagement qui réagit bien, puisque si on le voit... Dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui, mais c'était plus dans une notion commerciale dans ce sens-là. Instagram avait la notion d'histoire et Twitter probablement plus de commercial. En tout cas, c'est les conclusions qu'on en a portées. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on n'a pas créé de content nous-mêmes. Donc, les influenceurs qu'on avait recrutés, on leur a donné l'opportunité de créer le content sur ce produit spécifique, pas sur le reste, mais sur ce produit-là. Et donc, c'est eux qui ont créé leurs histoires, c'est eux qui ont communiqué l'histoire du produit, c'est eux qui ont expliqué à leurs peers que c'était ce produit-là et c'est pour ça qu'ils le portaient et pourquoi ils l'aimaient et qu'est-ce qu'ils aimaient, etc., etc., en faisant une relation qui était beaucoup plus naturelle, peut-être, en tout cas moins forcée que si la marque avait poussé ce phénomène. Et donc, quand on voit ça, quand on voit Official Sheins, par exemple, au départ, c'est celui qui est en haut à droite. Il parlait du produit. Il a grandi son réseau d'influenceurs. On leur a aussi expliqué comment construire leurs réseaux sociaux. Donc, on a travaillé avec YouTube, avec Instagram, à comment créer le content, comment on peut les aider à ce qu'ils aient plus de followers. Donc, on a développé leur marque avec eux, mais pas nous, mais en les éduquant, en leur permettant ainsi de grandir leurs followers. Donc, il y a un intérêt, bien évidemment, marque, mais pas que. Et Sheins, par exemple, maintenant, il fait partie d'une équipe de foot qu'on a construite qui s'appelle Tango League sur Londres. Et il est coaché par Xabi Alonso. Donc, pour ceux qui aiment le foot, un grand joueur espagnol. Donc, en fait, vous l'avez identifié parce qu'il avait une influence. Vous avez fait du social listening, en fait. Mais on en reviendra surtout avec Anne tout à l'heure sur cette partie social listening. Et vous l'avez identifié, targeté, emmené, engagé dans votre équipe. Il est rémunéré après? Il n'était pas rémunéré. Ce qu'il avait, c'est qu'il avait accès aux produits, il avait accès au testing. Donc, il y a aussi cette notion de savoir je peux avoir le produit avant tout le monde. On n'avait pas lancé le produit, que ces jeunes-là testaient les produits, nous donnaient du feedback de comment améliorer le produit et qu'est-ce qu'ils attendaient. Et ensuite, maintenant, il fait partie de l'équipe, à nouveau non rémunéré, mais avec des dotations produits, avec des entraînements spécifiques, donc avec une vraie expérience autour pour créer ce relationnel. D'accord. Et quand on voyait tout à l'heure sur Instagram les chiffres, effectivement, est-ce qu'on peut acheter directement? Est-ce qu'il y a un lien sur des posts Instagram pour aller directement acheter ou un lien vers l'app ou sur le site e-commerce? Donc en fait, chacun de ces influenceurs avait des codes. Il fallait être dans les premiers pour avoir accès aux codes. Ceux qui achetaient avaient à nouveau accès aux codes et c'est ainsi qu'on a diffusé le produit.
Les chiffres que vous voyez là ne sont pas les vrais chiffres, hein, que personne s'excite sur les chiffres. C'est pour montrer comment on traquait et quelles étaient les informations qu'on traquait. Par contre, les données ne sont pas les vraies données. D'accord. Et pourquoi tu ne nous donnes pas les vraies données? Ça, c'est secret défense. D'accord. Donc, une question sur ces chiffres. Est-ce que tu peux nous dire justement le reach, l'engage, le buy, l'advocacy? Tu peux nous expliquer les 4 colonnes, à quoi elles servent? Qu'est-ce que vous mesurez exactement? C'est pas parce que quelqu'un voit votre poste qu'il est forcément engagé. Et donc, pour nous, la notion d'engagement est la plus grande, mais au final, on mesure ce qu'on appelle le NPS et savoir si le consommateur est un promoteur de votre marque ou pas, ou si à l'inverse, il est quelqu'un qui est contre votre marque. Et donc, c'est là où advocacy rentre en jeu. Si vous êtes noté sur une échelle de 1 à 10, 9 et 10, vous êtes un avocat. En dessous de ça, vous ne l'êtes pas. Et si vous êtes en dessous de 6, vous êtes un détracteur. Et ça, pour nous, c'est très important, c'est de savoir comment on fait évoluer le consommateur d'un détracteur à quelqu'un de neutre. Le neutre, c'est bien, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et ensuite, quelqu'un qui va être votre avocat et présenter votre marque et représenter votre marque, c'est ce qu'on recherche. Et c'est pour ça qu'on a ces cycles-là. Il y a certes la notion d'achat, hein, on est au stock exchange, donc forcément la notion de profit est importante, mais sur ce projet-là, ce n'était pas vraiment l'achat, c'était cette notion de comment on peut mieux connaître le consommateur, comment on peut analyser le journey de l'influenceur à l'acheteur à devenir un avocat, et c'est pour ça qu'on a ces 4 fonctions. D'accord. J'ai pas de questions sur ce sujet dans la salle, mais j'ai une question un peu différente qui va te rappeler tes anciennes fonctions, puisqu'il s'agit d'une question donc de Sally Rose Ferrari qui dit « Je fais du football féminin en salle depuis 2 ans et je constate que la communauté de joueuses ne cesse de s'accroître. Avez-vous la volonté de conquérir le marché du football féminin et si oui, comment projetez-vous de conquérir cette audience via les réseaux ?» Alors, effectivement, le foot féminin est en pleine croissance. Je ne vais pas vous dire comment on va les targeter à l'avenir, hein, parce qu'on n'est pas les seuls à parler au foot féminin. On a déjà des clubs avec des équipes féminines. Donc, si on pense par exemple à la Juve, ils ont une équipe femmes qu'on sponsorise également. Manchester United vient d'en créer une. En France, il y a l'Olympique Lyonnais qui est aussi champion d'Europe. Donc, on a cette plateforme. On avait créé une chaussure foot, pas sale, mais une chaussure foot grass, qui était spécialement pour la femme. Mais en fait, on se rend compte que la femme achète plus du produit foot masculin, donc une chaussure de foot que Messi porte ou que Pogba porte, plus qu'une chaussure de foot adaptée à son pied. Donc on est en train de revoir comment on approche la notion produit. Par contre, on a d'autres outils à l'avenir pour targeter la femme qui fait du foot dans le monde. Et tu étais en charge avant de ce poste pour Reebok de la stratégie sur les produits pour les femmes. Il y a longtemps, oui, j'avais monté la stratégie femmes pour Reebok il y a quelques années déjà, oui. Autre question, quelle stratégie pour un groupe multisport ou multimarque, un réseau social global qui englobe tous les univers ou toutes les marques et plus de followers, ou bien un réseau social par univers ou par marque, exemple Unilever? Alors, la façon dont nous, on procède, donc il y a 2 marques principales au sein de la société Adidas. Vous avez Adidas et vous avez Reebok. D'un point de vue marketing, chaque marque est bien séparée. Donc, il y a des Instagram Adidas, il y a des sites Instagram Reebok. Au sein d'Adidas, on a un site marque, on a un site catégorie, donc nous en l'occurrence foot, parce que le consommateur foot, il veut entendre parler de foot. Il veut bien entendre parler une fois de temps en temps de running ou de training, mais ce qu'il veut, c'est du foot. Ou ce qu'elle veut, mais c'est quand même beaucoup plus du ce qu'il veut. Donc on a des sites par catégorie et ensuite on a aussi des sites par ville. Donc par exemple on a un Adidas Paris qui regroupe la communauté parisienne et qui dans ce cas-là est beaucoup plus lié à l'événementiel et à l'activation de la ville de Paris par rapport à travers toutes les catégories et pas sur une catégorie propre. Mais les 2 gros sites, je dirais, propres en catégorie, c'est football et c'est Originals qui est plus lifestyle. Très bien. Il y a beaucoup de questions, mais on va arrêter là parce qu'il faut aussi
écouter nos autres speakers. On reviendra vers toi après, tout à l'heure, Merci, Céline. Cécile. Merci à toi. Je propose à Julien de nous présenter un petit peu. Alors là, vous allez voir, on passe d'un univers complètement différent. On est plus dans la notion d'ambassadeur de son entreprise. Et tu vas apporter ton propre témoignage à travers l'expérience que tu as chez BNP dans un cas de transformation digitale également. Tout à fait. Merci Cécile. Donc, le constat, c'est qu'aujourd'hui, le monde digital a pris beaucoup de place ces dernières années. Donc, les réseaux sociaux et les médias sociaux se sont beaucoup développés. Donc, on compte aujourd'hui dans le monde 3 milliards d'utilisateurs actifs sur les réseaux et médias sociaux. Et en France compris, les usages sont nombreux. C'est sur ce constat que le groupe BNP Paribas, depuis quelques années, s'est positionné sur le monde digital et sur les plateformes de médias sociaux et de réseaux sociaux, sachant qu'aujourd'hui, il y a énormément de réseaux sociaux et de médias sociaux, et avec des usages différents en fonction des activités B2B, B2C. On a des réseaux sociaux aujourd'hui qui sont très orientés B2C, donc Instagram, Twitter, Facebook, même si c'est des usages personnels. Snapchat aussi. Et il y a des réseaux sociaux qui sont plus orientés B2B, donc LinkedIn, Viadeo pour le marché français. Sachant que le groupe BNP Paribas aujourd'hui a des marques aussi bien en B2C, donc les agences BNP Paribas, la marque CTLM, que des marques B2B. Et donc la volonté du groupe BNP Paribas, c'est de pouvoir interagir avec ses clients, ses partenaires, sur un maximum de médias sociaux et réseaux sociaux. Donc en termes d'organisation, chaque entité, chaque pays va gérer ses propres comptes de réseaux sociaux. Donc dans le cas des activités B2C, on va être sur une utilisation forte de réseaux sociaux comme Twitter, Snapchat. On est une des premières sociétés à avoir passé un accord au niveau worldwide avec Snapchat sur l'utilisation des stories, et pour toucher justement une cible beaucoup plus jeune que sur les autres réseaux sociaux. Nos marques B2B vont plutôt être actives sur des réseaux sociaux tels que LinkedIn et Twitter. Et donc la problématique aujourd'hui, c'est de pouvoir adresser tous ces réseaux et d'avoir des contenus adaptés. C'est pour ça que chaque entité et chaque pays intègre une équipe marketing, social media, qui va bénéficier bien sûr d'un contenu groupe, mais qui va adapter son contenu au local, à ses activités, à ses actualités, pour interagir avec ses communautés. En termes d'utilisation des réseaux sociaux, on voit qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux apportent beaucoup d'usages. On va utiliser les réseaux sociaux pour faire du social listening, pour écouter le marché, pour identifier les tendances, pour anticiper les évolutions sociétales. On va utiliser les réseaux sociaux pour interagir avec ses partenaires, avec ses clients. Donc on va faire du service après-vente aujourd'hui sur les réseaux sociaux aussi. On a énormément d'activités possibles sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on s'est rendu compte? Oui, c'est ça. Merci pour cet éclairage. Donc ça, c'était un peu la vision globale. Maintenant, effectivement, en interne, chez vous, comment ça se passe pour les employés? Voilà, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le monde changeait, mais rapidement, et qu'il n'était pas si simple pour la majorité des personnes. Et on le voit, nous, dans un groupe comme BNP Paribas, où nous avons 192 000 collaborateurs. C'est pas facile pour tous les collaborateurs d'intégrer ce monde digital. Et donc, depuis maintenant 3 ans, on est rentré dans une phase où on essaie d'accompagner nos collaborateurs dans l'appréhension de ces nouveaux modes de communication du monde digital. Donc, comme disait Céline tout à l'heure,
où Adidas a formé ses joueurs, ses influenceurs. Nous sommes dans une phase depuis 3 ans de formation de nos collaborateurs sur le bon usage de ces nouveaux canaux. Et nous leur fournissons des outils pour qu'ils puissent plus facilement intégrer ces nouveaux canaux. Alors, est-ce qu'en termes de formation, les gens ont été formés spécifiquement? Est-ce qu'il y a une plateforme qui permet de gérer le contenu? Est-ce qu'il y a des règles pour dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont identifiées comme ambassadeurs? Comment Oui, vous tout faites? à fait, Cécile. Donc, il y a de nombreux dispositifs et qui ont évolué dans le temps. Hein. Il y a quelques années, BNP Paribas, avec une charte d'utilisation des réseaux sociaux qui était très restrictive, hein, qui bloquait globalement les collaborateurs dans l'utilisation de ces réseaux et dans de leur communication au nom des marques. Mais ces dernières années, cette charte d'utilisation des réseaux sociaux a beaucoup évolué pour rappeler le bon sens d'utilisation de ces réseaux qui sont des lieux publics et chartes qui ont donné de plus en plus de capacité aux collaborateurs de pouvoir s'exprimer à titre personnel ou professionnel sur ces réseaux sociaux. Donc le premier outil, c'est cette charte. Ensuite, il y a un gros travail pédagogique avec des formations en mode digital qui ont été réalisées pour expliquer qu'est-ce qu'étaient les réseaux sociaux, les médias sociaux, comment les utiliser. Il y a des équipes de formation, des équipes dans toutes les entités qui ont été chargées de communiquer avec nos collaborateurs pour faire descendre ces informations. Et depuis 2 ans, nous avons commencé à mettre en place un outil permettant de faciliter l'engagement de nos collaborateurs sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que c'est cet outil? Donc c'est un outil qui va agréger tous les contenus du groupe, hein, qui sont nombreux, de toutes les marques, sur un seul portail, classé par thématique, et qui va permettre donc agréger les contenus du groupe, mais aussi agréger les contenus des responsables du groupe qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, mais aussi des ambassadeurs identifiés au niveau de chaque entité qui ont une pratique, je dirais, qui maîtrisent mieux les réseaux sociaux, les médias sociaux que les autres collaborateurs. Combien y a-t-il d'ambassadeurs chez BNP Paribas? Aujourd'hui, il y en a une 50aine. Au niveau worldwide, hein, c'est là où on voit que les réseaux sociaux... C'est très sélectif. C'est très sélectif, mais ça ne cesse de grandir, puisqu'il y a de plus en plus de collaborateurs qui s'y mettent et qui ont une activité sur ces canaux digitaux. Est-ce qu'il s'agit que de personnes du COMEX ou high level ou cadre supérieur, ou est-ce qu'il s'agit un petit peu de tous les niveaux de la hiérarchie? C'est vraiment tous les niveaux. Donc il y a bien sûr les gens du COMEX, mais il y a aussi tout collaborateur qui a une activité, je dirais, qui apporte du contenu en liaison avec une ou plusieurs activités du groupe et qui est, on va dire, considéré comme influenceur sur les réseaux sociaux, en sachant qu'on est tous, à partir du moment où on est sur un réseau social, on est tous influenceurs. Après, il y a des gros influenceurs qui ont des millions d'abonnés, mais il y a aussi des micro-influenceurs qui vont avoir quelques abonnés, et ces micro-influenceurs ont de la valeur puisqu'ils vont pouvoir interagir avec, même si c'est une petite communauté, interagir avec cette communauté et donc communiquer et échanger sur les canaux digitaux. Alors Julien, à titre tout à fait personnel, off record, donc je vous demande de ne pas retweeter. Toi, tu es un de ces 50 influenceurs worldwide. Tu avais déjà une belle communauté de près de 20 000 followers sur Twitter, par exemple. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec un peu de retour d'expérience, au moment donné où tu as été ambassadeur, effectivement, de BNP? Est-ce que tu t'es senti aussi libre de tweeter et d'écrire tout ce que tu voulais? Bon, tu es aussi un blogueur sur le marketing
et les technologies et le digital. Donc tu as un contenu essentiellement marketing en dehors des contenus spécifiquement BNP. Est-ce que tu t'es senti un petit peu sous contrôle? Est-ce que Big Brother is looking you et tu n'as plus tout à fait la même aisance pour dire tout ce que tu as envie de dire, qui n'est pas forcément des choses très personnelles? Tu ne vas pas poster tes photos de vacances, mais est-ce que tu peux toujours dire autant de choses que ce que tu faisais avant? J'ai toujours considéré les réseaux sociaux comme des lieux publics dans lesquels on devait de toute façon s'auto-censurer en termes d'usage. C'est un lieu public, donc on va pas effectivement retracer sa vie privée, sa vie familiale sur ces outils-là. Donc, lorsque le groupe BNP Paribas m'a proposé d'être intégré dans cette plateforme d'engagement collaborateur, en me demandant si j'étais d'accord pour partager tous mes contenus, je n'ai pas senti du tout le Big Brother, puisque ça n'a quasiment pas changé mes habitudes. J'ai une utilisation relativement professionnelle des réseaux sociaux, mais ce qui ne m'empêche pas, de temps en temps, lorsque je suis en vacances, je me permets de temps en temps de reposter quelques images de lieux que j'ai beaucoup appréciés. Lorsque j'ai des activités sportives, je me permets les week-ends de communiquer sur ces activités sportives. Ça n'a pas réellement changé Donc les employés sont devenus les stars aussi des marques. En fait, ce sont des ambassadeurs de marques au sens réel. Tout à fait. On est ambassadeur de la marque. Et de toute façon, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, ce qui est important, c'est que les collaborateurs soient heureux de travailler pour Adidas, pour Michelin ou pour BNP Paribas. Donc, on est dans une démarche où la qualité de vie au travail prend de plus en plus d'importance. Et donc, il n'y a pas de raison que nos collaborateurs ne soient pas fiers justement de porter les couleurs de sa société. Après, chaque collaborateur n'est pas forcé. Enfin, moi, je ne me force pas à parler que de BNP Paribas. De temps en temps, je relais certaines informations, mais je garde un contenu qui m'est propre. Ça fait de longues années que j'utilise les réseaux sociaux sur ma veille professionnelle. Donc, je suis très intéressé par tout ce qui est innovation, par tout ce qui est marketing, effectivement. Et voilà, donc c'est... merci beaucoup pour ce témoignage. On va passer la parole à Anne. Donc voilà, c'était une dernière slide effectivement pour montrer la qualité de l'engagement des employés et des ambassadeurs. Anne, donc tu as une activité, toi, qui est un petit peu différente dans l'utilisation des réseaux sociaux, puisque tu viens du monde des études de marché, market research. Donc tu vas écouter et tu vas effectivement cibler pour des actions spécifiques, notamment sur les millenniums. On va passer une vidéo d'abord pour se mettre dans l'univers de Michelin, et ensuite tu nous expliqueras un retour d'expérience. This is a young man, a millennial. And he is Michelin Man, who with 120 years old is more than centennial. Both had been disconnected a little. In 2015, we detected that between the age of 18 and 34, our brand was less and less well known. We were losing our future customers, so in 2016, we launched Trendy Drivers, a road safety campaign aimed at young people and led by a Spanish celebrity, with the following results. Por favor, demostradme que sois unos trendy drivers. En 3, 2, 1, adelante! In 2017, we decided to go a step further together with the digital agency WYSIWYG, part of Publicis Group, and we started up a new concept, Change the Trend, aimed to involve young people to take an active part, creating a social movement with the message of fight for a good cause to join and make it yours. We urged the platform Trendy Drivers across their social networks to tune in a credible and sustainable manner with the young people.
with campaigns inspired by the FIA's Golden Rules, showing Michelin as a brand that shares its values and that thanks to its innovation and through trendy drivers, Michelin is able to launch initiatives to improve road safety for all. In order to impact, generate virality and awareness among young people, we sought inspiration from real and current insights from social media. We launched actions from sustainable grown potatoes to a bicycle that improved the safety of cyclists at night, obtaining media attention from all over the world. By maximizing resources and being very creative, we looked to generate awareness, brand preference, and engagement. We organized an ideas competition to encourage participation and also came up with our own ideas, all to improve road safety. We used humor and technology and we harnessed the digital world. La niña de la recta. Un dispositivo que detecta que llevas tiempo en una monótona recta y te mantiene alerta. ¡Despierta! Hay que parar cada 2 horas. La niña. Voilà, donc juste c'était effectivement un exemple de la façon dont on utilise les réseaux sociaux chez Michelin. En Espagne. En Espagne, absolument. Vraiment de l'activation marketing. L'idée c'était de cibler une cible jeune, d'être dans la web stories, de leur permettre de participer, d'être complètement intégrés dans le concept de road safety, de se l'approprier et puis de générer effectivement un engagement, hein, ce qu'on a dit effectivement sur Adidas, un engagement important. Donc ça c'est un des premiers volets, je dirais, de l'utilisation des réseaux sociaux chez Michelin. Le deuxième volet, c'est bien sûr l'analyse, les analytics, et c'est ce que je vous présente là avec les dashboards. Pour nous, c'est très important de mesurer effectivement l'impact des réseaux sociaux et surtout la valeur qui est faite dans la conversation, dans les discussions de la marque Michelin par rapport aux concurrents. Au niveau organisation, juste pour nous donner une idée, combien de personnes travaillent sur ce genre d'outils et dans combien de pays? Alors, ce sont des équipes marketing intelligence qui travaillent dessus au niveau de l'Europe, avec des relais dans les 11 pays européens qui ont été sélectionnés pour cette plateforme digitale de social listening. On a un partenaire extérieur qui s'appelle Iseo, qui nous aide bien sûr à capter toute l'information au travers de la plateforme Synthesio et surtout à l'analyser et de pouvoir définir à partir des conversations ce qui est positif, ce qui n'est pas positif et pouvoir nous permettre de rentrer dans les insights, hein. Donc, on a mis en place ce tableau de bord qui était très important pour le pilotage de l'activité chez Michelin et s'assurer aussi qu'on a un discours commun, un langage facile, accessible sur les réseaux sociaux au travers de l'ensemble du management, marketing et management, équipe de direction. Donc voilà, vous voyez, c'est très facile à lire, ça permet rapidement d'avoir une hiérarchisation des différents pays, de mesurer l'impact de Michelin sur la saisonnalité par rapport à ses concurrents sur les différents mois. Et alors, ça, vous le faites, donc, avec cet exemple en Espagne, à partir de quel réseau? Facebook, Twitter? Alors, vous avez l'ensemble de social listening, hein, donc vous avez Twitter, Facebook, les blogs, les forums, tout est capté, tout ce qui est du domaine public, hein, j'insiste bien. Donc, par contre, ça nous donne une référence, elle n'est pas parfaite, mais c'est un benchmark et on suit l'évolution. Donc, c'est ça qui est important. D'accord. En Chine, tu me disais que vous utilisez aussi les messageries, notamment sur WeChat. Oui, alors la Chine est bien en avance par rapport à nous. On a beaucoup à apprendre. Ils sont complètement sur WeChat. Tout est intégré. On va jusqu'à faire du e-commerce sur WeChat. Donc, il faut vraiment qu'on rattrape ce retard, hein. Et c'est un bon benchmark pour nous. L'équipe digitale est extrêmement active sur la Chine et en direct avec, bien sûr, ses consommateurs. C'est vrai que nous, c'est quand même plutôt aujourd'hui du bruit. On n'est pas encore dans la transformation e-commerce, mais ça va venir. Donc, voilà, on s'y attend, hein.
Donc c'était un premier exemple que je voulais partager avec vous sur les tableaux de bord qu'on menait. Le deuxième, c'était des événements. Donc je vous ai parlé de Trendy Driver, mais aussi, ça c'est un événement, on a lancé un nouveau service connecté sur un pneu connecté il y a 15 jours. Donc on suit les réseaux sociaux, on a invité des influenceurs à tester ce nouveau service et bien sûr on suit sur YouTube voilà, la capacité des influenceurs finalement à drainer finalement des communautés autour d'eux, de faire du buzz, de pouvoir retweeter. Et finalement, ça nous permet en termes d'analytics aussi de mesurer quels sont les formats qui fonctionnent le mieux, quels sont les influenceurs qui sont les plus pertinents, sachant qu'on a des influenceurs de toute l'Europe. Et puis bon, on les suit dans le temps, bien sûr. Et qu'est-ce que, avant d'expliquer la partie tu éveilles ma curiosité, qu'est-ce que c'est qu'un pneu connecté? Ah oui, c'est vrai. J'aurais dû commencer par ça. C'est pas mal de le savoir. Je sais pas, vous connaissez, vous, dans la salle, le pneu connecté? Levez la main. Non, tu vois, je pense... Oui, voilà. Donc, il y a déjà 3 connaisseurs. Bravo. Mesdames, 3 dames. Donc, vas-y, dis-nous. Donc, les pneus connectés aujourd'hui sont présents déjà sur les poids lourds. Aujourd'hui, on est en train de lancer la technologie sur les pneus tourisme. Et là, on est sur une cible assez niche puisque ce sont les runners, ceux qui font du racing, qui font des courses automobiles, sur lesquelles on a installé effectivement une connectivité au travers de valves sur le pneu et qui permet, avec une application, de mesurer en direct la pression sur les pneus. Donc, c'est une véritable innovation et qui permet au runner, celui qui fait effectivement de la course automobile, de pouvoir ajuster sa pression et lui permet d'avoir une conduite sportive optimale. Donc, c'est quelque chose qui a été très, très apprécié, je dirais, par les runners Porsche, Ferrari. Donc là, contrairement à Adidas qui va chercher à identifier des influenceurs et les amener dans la communauté et qui ne les rémunère pas mais qui leur donne des avantages, vous faites du social listening, oui, mais vous n'allez pas chercher forcément à renforcer la relation avec la marque. Alors, on la renforce différemment, c'est-à-dire qu'on identifie les différents influenceurs et par contre, on les intègre dans notre stratégie marketing, on est actif auprès d'eux. C'est-à-dire qu'on les invite, on partage avec eux nos innovations, on travaille même en co-construction avec eux. Mais là, on a parlé effectivement de communication, mais nous, on fait de la co-construction produit. Donc, toute cette track connect a été faite avec des influenceurs, utilisateurs de Porsche et faisant des circuits automobiles. Donc, on va très, très loin et ils s'approprient effectivement le produit. Ils nous aident à les optimiser. Et puis après, c'est eux qui vont en faire le buzz. C'est eux qui deviennent ambassadeurs de cette nouvelle innovation. Donc, c'est très important pour nous d'avoir ce suivi dans le temps avec ces influenceurs. Pas de questions sur la tablette, mais puis-je avoir la deuxième tablette, s'il vous plaît? Je pense qu'elles n'arrivent pas. Une question de Céline. Tu as une question pour Anne sur ce retour d'expérience? Est-ce que vous voyez est-ce que tu vois, oui, des différences fondamentales entre les différents marchés et la connectivité? Ah oui, clairement. Hein. Donc UK, France, Allemagne, il y a effectivement de très grosses différences. Par contre, on s'aperçoit au niveau européen que certains pays sont en train d'émerger. L'Espagne est très très bien passée aussi, mais la Pologne aussi. Donc on a la Turquie, de façon assez incroyable. La Turquie est très très active sur les réseaux sociaux avec des leaders d'opinion. En plus, ils ont une affinité avec la marque Michelin très forte. Donc ils sont ravis de pouvoir en parler. D'accord, donc c'est une activité qui est nouvelle. Merci beaucoup. Quand on a préparé l'interview, tu me disais que vous avez des recommandations d'agence, bien sûr, mais vous ne les suivez pas forcément. Vous faites votre opinion aussi par vous-même. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec leurs recommandations. Et pour quelle raison tu dis ça ? Alors, je dirais que c'est complémentaire, c'est-à-dire qu'on oblige les équipes, bien sûr, on écoute leurs recommandations qui sont faites par ces agences, mais je dirais qu'on oblige aussi les équipes marketing à rentrer dans le contenu. Et c'est vrai que c'est quand même facile hein, sur les réseaux sociaux d'aller dans les verbatims, dans les discussions, de s'approprier vraiment les messages qui sont dits, de façon à se faire aussi eux-mêmes leur propre jugement et de pouvoir eux-mêmes aussi comprendre les optimisations à mettre en place. Donc le digital, il faut qu'il s'installe aussi chez nous. C'est pas simplement un outil d'analyse, c'est aussi, voilà, c'est ce que fait Julien au travers de ce que vous faites chez BNP Paribas. On est acteurs, nous aussi, et on a un véritable rôle en interne aussi.
Donc une question pour Michelin, est-ce difficile de trouver des influenceurs sur des pneus ou est-ce seulement de l'image de marque? C'est pas si compliqué que ça, parce que le pneu est très important pour ceux qui adorent la conduite sportive. Donc, de rien, il y en a quand même beaucoup. Donc, ça dépend des groupes d'âge. Bien sûr, on les trouve plutôt au-delà de 30 ans, 35 ans, mais ce sont des fans. Et là-dessus, ils ont un niveau de technicité assez incroyable. D'accord, donc ce sont déjà des gens qui sont des fans. Est-ce que vous les rémunérez? Non, tu m'as dit... Non, on ne les rémunère pas. D'accord. Non. Je crois qu'il y a aussi l'importance de la marque. Pour eux, ils sont flattés aussi de travailler, de porter les couleurs de la marque Michelin. Donc, ça joue aussi. Et est-ce que vous formez vos employés justement à l'utilisation, comme le fait Julien, à l'utilisation pour aller eux-mêmes engager leurs audiences? Absolument, tout à fait. Donc là, vous voyez effectivement Jean-Philippe. Toutes les équipes marketing sont vivement encouragées à participer justement, à être elles-mêmes aussi ambassadeurs. Et donc c'est extrêmement stimulant parce que c'est de l'externe et c'est de l'interne aussi. Et c'est un travail commun ensemble pour réussir. Très bien, merci. Revenons à toi, Céline. Est-ce que tu pourrais donner à la salle des conseils justement pour des personnes qui sont là, qui n'ont pas forcément autant de followers, mais je pense à mademoiselle qui a une chaîne d'hôtel, qui est directrice marketing d'une chaîne d'hôtel en Tunisie, ou derrière toi, quelqu'un qui effectivement est dans une agence créative. Quels sont tes conseils à des marketeurs pour mettre en place une activité sur des influenceurs sur les réseaux sociaux? Je dirais premièrement de vraiment identifier la cible et ce qui influence cette cible. Donc ça, c'est la logique, mais c'est la première chose. Le deuxième élément pour moi, c'est l'authenticité de ce qu'on communique. Je pense fondamentalement qu'on ne peut pas délivrer un message si on ne le vit pas au quotidien. Et nous, en tant que marque, c'est un de nos soucis. Donc, on dit par exemple qu'on veut être... on estime qu'on a un rôle à jouer quant à la défense de la terre, d'aider les gens à vivre dans de meilleures conditions, etc. Et par exemple, l'an dernier, on a vendu une paire de chaussures qui est faite à partir de bouteilles d'eau qui sont dans les océans. Donc, on les recycle et on fait des chaussures à partir de ça. Et quand on parle de ce message, ça résonne parce que pour les gens, non seulement on dit qu'on veut faire de la sustainability, mais on le prouve en mettant en place des actions qui sont reliées. Et donc le walk the talk, et je pense l'élément primordial, c'est les réseaux sociaux ne peuvent pas cacher la vérité de qui vous êtes. Donc l'authenticité de ce que vous dites et l'aspect très genuine, relevant vis-à-vis du consommateur est pour moi l'élément essentiel. Julien, d'après toi, un conseil pratique sur ces réseaux? Je confirme qu'il faut être authentique, et je crois que c'est le point principal. Ensuite, il faut apporter du contenu à ces différentes communautés et il faut en permanence être ouvert au changement. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux. À un certain moment, les adolescents étaient beaucoup plus sur Snapchat. Puis depuis quelques temps, ça s'est retourné et ils sont beaucoup plus présents sur Instagram. Donc c'est d'être très réactif, d'être en mode d'être en mode test and learn permanent et de ne pas avoir peur de se renouveler en termes de stratégie quasiment en permanence. Rien n'est acquis. Quelle est ta recommandation, Anne? Alors de mon côté, je dirais, je conforte ce que vous dites, c'est cette dimension de test and learn, d'engager les équipes internes, qu'elles soient actrices aussi, et puis surtout d'avoir des partenaires extérieurs qui connaissent bien effectivement ces outils, qui permettent de faire évoluer la techno aussi, parce que les choses sont de plus en plus complexes, et puis de s'assurer en interne qu'il y ait aussi une sorte de formation ongoing des équipes. Tout n'est pas acquis dès la première phase. Il faut s'assurer vraiment de nurturing, on dit en anglais, de faire en sorte d'accompagner ces équipes dans la connaissance du digital, des réseaux sociaux et de l'exploitation de ces résultats. En ce qui concerne la techno que tu soulignes, c'est vrai que c'est un vrai sujet qu'on a moins abordé dans cette conférence, on l'a plus abordé dans d'autres.
Mais qu'est-ce que, selon vous, pour terminer cette conférence, est le next big thing? Qu'est-ce que vous voyez arriver? Est-ce que c'est la reconnaissance d'image? Est-ce que c'est la voix? Est-ce que c'est la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux? On va plus en parler cet après-midi, mais donnez-nous un petit peu votre avis personnel. Alors pour moi, ça serait le Voice Assistant. Je pense que ça va complètement chambouler notre mode de fonctionnement. C'est tellement facile. Assistant vocal. Oui, assistant vocal, c'est rapide. Donc ça va changer la donne, notamment auprès des distributeurs. Parce que c'est vrai qu'on n'aura pas forcément besoin d'un distributeur. On pourra aller directement vers la marque. On pourra directement l'acheter. Donc il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Il y a aussi tout ce qui est robotisation, automatisation. Et puis intelligence artificielle, bien sûr. Il faut nous faire gagner du temps et être sur des modèles prédictifs. Donc c'est là-dessus ce sur quoi on travaille. Un modèle prédictif, mais également quand tu dis effectivement B2C directement, alors que maintenant vous êtes dans un modèle B2B2C. Exactement. C'est une vraie révolution. Exactement. Avec un changement de business model. Donc beaucoup d'enjeux et beaucoup d'angoisse, entre guillemets, pour les gens qui sont les intermédiaires actuellement. Donc il va falloir qu'ils se réinventent. Et je pense qu'ils doivent se réinventer justement au travers de l'expérience client. Il faut qu'ils apportent ce que n'apporte pas le digital. Et donc, il faut qu'ils soient complémentaires et qu'on ait effectivement, dans les deux sens, que ça puisse être facilité. De ton point de vue, Céline, donc, dans ce monde techno, quel est le next big thing? Pour nous, en techno, il va y avoir plusieurs éléments. Il va y avoir l'élément qui est lié à tout ce qui est retail marketing. Et donc là, ça va être virtual reality, augmented reality. Comment ces deux éléments vont prendre de plus en plus de place dans les magasins. Et après, il y a la notion de production, où nous, on est en train de mettre en place des unités de production locales par machinerie, mais qui va être liée à comment le consommateur peut designer sa chaussure et qu'elle soit faite sur place. Et en termes de vraie communication, il va être intéressant de voir comment la conversation Facebook actuelle évolue et comment ça va potentiellement reshape l'industrie du social media vis-à-vis de tout ce qui est data, analyse, etc. et de ce qu'on va pouvoir continuer à faire et pas faire, sachant que certaines sociétés ont déjà mis des plans drastiques pour ne pas être intrusifs. Donc nous, par exemple, on a mis des règles comme quoi on ne va pas aller analyser les datas, même si on pouvait en avoir plus par Facebook. Très intéressant. Donc en fait, la confiance que la marque établit avec son consommateur pour le rassurer sur l'utilisation de ces datas, un vrai sujet d'actualité. En ce qui concerne donc Julien chez BNP Paribas. Voilà, moi je pense que paradoxalement, on est dans un monde, effectivement, côté technologie, ça va très vite. La réalité augmentée, l'intelligence artificielle, les assistants vocaux vont effectivement beaucoup impacter la relation entre les marques et les clients. Mais paradoxalement, je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde technologique, il est de plus en plus important de remettre l'humain au cœur des interactions avec ses partenaires, ses clients, et ne pas oublier ça. La techno est un outil qui ne remplacera jamais l'humain. Très bien. Sur ces derniers mots, on vous remercie, on vous applaudit. Vous avez été très nombreux. Merci à toutes les personnes qui sont debout, qui sont restées jusqu'à la fin. Merci à nos speakers. C'est un vrai plaisir de partager cette table ronde tous ensemble. Et bien sûr, avec notre public, c'est vous le héros. À bientôt.